Et du coup, si vous avez des carrières, par exemple, à cartographier, où il y a très peu de contraste de lumière, donc par exemple sur des lignes de charbon ou autre, vous allez pouvoir utiliser le lidar parce qu'à nouveau, c'est un capteur actif. Donc on n'a pas de problème de visuel sur la photogrammétrie. On peut avoir, s'il y a très peu de contraste, on ne va pas voir les volumes, alors que le lidar va permettre de montrer tous ces volumes. Donc qu'est-ce que vous avez dans un système Yellow Scan? Donc on a d'abord le laser scanner. Donc nous on se base sur plusieurs laser scanners. On a soit du Rigel, soit du Velodyne ici, soit de IBO dans notre Mapper 2. Voilà, c'est le premier objet. Donc c'est ça qui va envoyer, c'est la source lumineuse qui va envoyer le signal. Et c'est vraiment cet outil qui va permettre de mesurer la distance. Ensuite, on a le système de navigation et positionnement, donc le GPS, qui va permettre de déterminer la latitude, la longitude, la position vraiment du système dans l'espace. Et donc là, c'est un couplage GNSS IMU, donc centrale inertielle. Et la centrale inertielle va permettre de déterminer, au moment où on envoie le signal lumineux, dans quelle position se trouve le drone. Donc pas position GPS, mais vraiment position où il t'engage lacé. Donc est-ce qu'il est plus incliné, pour pouvoir vraiment reconstruire un nuage de points cohérent, parce que le drone finalement il bouge à chaque fois. Et donc on a vraiment besoin de cette information pour créer le nuage de points. Et le troisième élément qu'on a dans nos systèmes, ça va être un ordinateur de bord. Cet ordinateur de bord va en fait récupérer la donnée du laser scanner, de la centrale inertielle et du GPS pour faire un premier traitement et créer le premier nuage de points. Donc on peut en temps réel, grâce à cet ordinateur de bord, visualiser le nuage de points brut, donc avec notre logiciel LiveStation. On pourrait le faire, on ne va pas le faire aujourd'hui parce que du coup, comme on va être en extérieur et qu'on n'a pas d'écran dans un endroit noir, vous ne verrez pas forcément ce que ça donne. Par contre, on vous montrera le rendu dès qu'on rentrera dans la salle. Donc, à nouveau des systèmes tout intégrés, jusqu'à 5 échos pour le VX. Donc, le VX, c'est notre système le plus précis actuellement. Le plus lourd aussi. Les systèmes autonomes en énergie et en données. Donc, on a la clé USB qui est sur le système, sur lequel on va enregistrer toute la donnée. Et il y a la batterie dedans. Donc, la batterie qui permet de voler jusqu'à 1h30 sur ce système. Et donc, voilà, on est complètement indépendant du drone. Il n'y a pas de connexion autre que le lien mécanique entre le lidar et le drone, qui permet de voler aussi plus longtemps et de faciliter la mise en œuvre du lidar. Pour le lidar présenté aujourd'hui, on est à 1,6 kg, donc le surveilleur, c'est actuellement ce qui se fait de plus léger en tout intégré au monde. On a rajouté une caméra qui nous permet du coup de faire la photo en même temps et de géoréférencer directement les photos grâce à l'INS du lidar. Donc vous verrez qu'il y a un câble de synchronisation. Et donc on ne fera pas le traitement des données aujourd'hui sur la photo, parce que ça prend un peu de temps. Par contre, on vous enverra après cette journée, quand on aura tout traité en revenant tranquillement à Montpellier. On vous enverra les photos et le nuage de points du coup qu'on aura pu coloriser grâce à ces photos. Donc un nuage de points, normalement, ça n'a pas de couleur, puisque c'est pas un capteur RGB. Mais du coup, en superposant l'orthophoto et le lidar, on peut donner à chaque point la couleur réelle et la valeur réelle RGB. Si vous avez des questions à un moment, n'hésitez pas à lever la main pour m'interrompre. Un petit tour de vue de nos différents systèmes. Vous avez vu, il y a différents poids. On est entre 1,6 kg et 4,1 kg pour le système le plus lourd. Différents capteurs lidar. La centrale inertielle, on a uniquement de la Planix dans nos systèmes actuellement. Ce qui se fait de mieux, ils sont calibrés en température, donc c'est très intéressant pour nous qui avons des clients à travers le monde qui fonctionnent du coup à différentes températures. Des angles de scan différents. Sur le vidéo, on va avoir un angle de scan de 100 degrés. Celui-là, on est à 360 sur le surveilleur.
et le VXVL, on a un angle de vue qui est très réduit pour en fait concentrer le nuage de points sur cette zone et avoir un nuage de points dense, mais vraiment dans un cône restreint. Les altitudes de vol opérationnelles, donc très important à connaître. Sur le surveilleur, on va voler à 60 mètres maximum pour avoir des bonnes données. En général, c'est plutôt même 50 mètres que les clients volent avec ce système. Aujourd'hui, on volera à 30 mètres pour des questions de législation. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. À 30 mètres, on a une fauchée d'à peu près 60 mètres. Donc, on fera, pour avoir un bon recouvrement, on fera des lignes de vol toutes les 30 mètres. Et donc, différentes précisions en fonction des systèmes. On va être du coup à 4-5 cm sur le surveilleur aujourd'hui. Si vous avez moins besoin de précision, vous pouvez aller sur l'entrée de gamme, le Mapper 2. On est à 15 cm en précision, 10 cm en justesse. Et si vous avez vraiment un grand besoin de précision, vous partir sur les systèmes basés sur du Beagle, où on est à 1 cm de précision. Donc la précision, je vous rappelle, c'est l'épaisseur du nuage de points, le bruit finalement qu'on va avoir, et 2,5 cm en justesse. Vous aurez l'occasion de voir les logiciels YellowScan, donc la Cloud Station, qui permet de générer vos nuages de points en point LAS. La Live Station, donc, qui permet de voir en temps réel les données. Donc on fera juste la mission en replay pour voir comment se génère le nuage de points au fur et à mesure du vol. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on va faire d'abord l'acquisition de données. Donc on va faire voler le drone pendant 10 minutes. En même temps, on a une station de base GNSS qui est en train de tourner pour enregistrer un fichier Usenet. On intégrera du coup dans PostPack pour recalculer la trajectoire suite au vol et du coup améliorer nos données en PTK. On intègre les angles de calibration dont je vous ai parlé tout à l'heure. On passe tout ça dans la moulinette Cloud Station et donc on fait ensuite les fichiers .las que ensuite Cyril nous montrera, notamment une fois qu'ils sont classifiés dans TerraSolid. Donc classifier un nuage de points, c'est quoi? C'est donner à chaque point une valeur telle que point sol, point végétation, point bâtiment, pour pouvoir derrière voir uniquement les points bâtiment, uniquement les points sol. Ça permet, quand on voit que les points sol, de créer un MNT par exemple. Un petit point sur les porteurs qu'on peut avoir sur les drones. Je vous en ai un petit peu parlé. On a tout ce qui est multicoptère. C'est idéal pour les zones quand vous avez jusqu'à 100 hectares à faire par jour. Vous pouvez utiliser un DJI M600 par exemple. Une autonomie de vol en général entre 15 et 30 minutes sur le multicoptère. Il est assez économique. Là pour le DJI M600, on est à un coût inférieur à 10 000 €. C'est vraiment pas cher pour du drone professionnel. On va dire DJI a tué le marché avec ce drone. Avant ce système, tous les drones équivalents étaient à peu près à 25 000 à 30 000 € pour l'information. Donc ça permet d'obtenir une densité de points assez intéressante, puisqu'on peut voler assez lentement. Et plus vous allez voler lentement et bas, plus vous allez avoir une densité de points importante. Inversement, plus vous volez vite, et plus vous volez haut, moins vous allez avoir une densité de points importante. Donc en LFX, là j'ai mis une photo du Quantum, qui est un fabricant allemand, où on a intégré le surveilleur Ultra. Donc c'est la grande sœur de celui-ci. Sur le surveilleur, on a 16 lasers, une portée de 50-60 mètres, 300 000 points par seconde. Sur le surveilleur Ultra, on est à 32 lasers, donc 32 manières de pénétrer la végétation, on va dire 32 angles. On est à 600 000 points par seconde, donc le double. Et du coup, on a aussi une portée qui est le double, donc on peut voler jusqu'à 100-120 mètres sans problème. Donc ça permet vraiment de l'intégrer sur des ailes fixes qui vont aller plus vite. Et du coup, même en allant plus vite, on aura une densité de points intéressante. L'idéal, si vous avez le droit de voler beyond visual line of sight, donc hors de vue. Mais en ce moment, je pense que la législation en Tunisie fait qu'on ne peut pas trop le faire encore. En France non plus, sauf... Oui. Vous avez
parlé du domaine d'application de votre LIDAR et des conditions climatiques, mais vous n'avez pas parlé pour le cas des bathymétries, que c'est tout en fonction des épaisseurs, des profondeurs de l'eau. C'est la d'une part. De l'autre part, vous avez parlé de votre LIDAR et on connaît beaucoup de technologies de LIDAR, beaucoup de types de LIDAR qui utilisent en complément les appareils photographiques pour combler beaucoup de points. Mais vous avez ici, même pour votre LIDAR, il y a l'utilisation des caméras, c'est optionnel. Vous n'avez pas parlé de comment pour quelles raisons utiliser les caméras et comment elles interviennent pour la précision de votre LIDAR. Il y a des points, la bathymétrie et l'utilisation des caméras. Pas de problème. Alors la bathymétrie, pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que nous, on n'a que des capteurs topographiques. Donc pour le moment, sur l'eau, tout le signal est perdu. Donc on n'a pas du tout de données quand on est sur l'eau. C'est quelque chose, pour le moment, les lidars bathymétriques, c'est comme les lidars d'autrefois, c'est des systèmes qui font encore 50-60 kg. C'est des lasers verts, nous on est sur du laser infrarouge. Et en fait, c'est vraiment des systèmes qui ont besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner. Et qui dit énormément d'énergie, dit qu'ils sont volumineux, ils sont lourds, et du coup, pour le moment, pour le drone, c'est pas adapté. Ça commence à pointer le nez, mais c'est encore en développement, c'est encore au stade de la recherche pour le moment. Donc voilà, j'en ai pas parlé, mais en effet, il existe des lidars bathymétriques qui permettent de voir le sol sous l'eau. Si vous avez des lidars bathymétriques par drone, au vu de la puissance, vous aurez une pénétration de 1,5 CHI depth. Ça reste une pénétration dans l'eau qui est très, très faible. Donc il faut soit une eau très claire, soit une profondeur très, très faible pour voir quelque chose. Le deuxième point, pourquoi je n'ai pas parlé de comment la photo améliore la précision du lidar, parce que en fait, ça n'améliore pas la précision du lidar, donc c'est vraiment deux choses différentes. Le lidar, il va prendre ses mesures, la photo va prendre ses mesures, et ensuite on va coupler en fait les données. Ça permet en fait de coupler les deux, ça permet de créer des orthophotos de manière rapide, parce que du coup vous avez toutes vos photos qui sont géoréférencées directement. Du coup, la création de l'orthophoto est beaucoup plus rapide. Et deuxième chose, voilà, quand vous avez besoin de créer un nuage de pointe colorisé pour des besoins marketing, en général, c'est plus du côté marketing qu'on a envie de coloriser le nuage de pointe, ou pour aider à l'interprétation du nuage de pointe, parce qu'il y a des fois, on n'est pas sûr à quoi correspond un point, et grâce à la couleur qu'on aura mis dessus, on pourra dire, par exemple, tout à l'heure, on va cacher une boîte jaune sous un arbre, et le fait qu'on voit le jaune peut-être, ou pas, parce qu'il sera caché sous la végétation, ça permettra de dire, voilà, là c'était bien la boîte. Donc la photo n'améliore pas la donnée photogrammétrique, la donnée lidar, mais c'est un complément, un nombre de technologies qui sont complémentaires et qui peuvent s'utiliser en même temps. J'ai une question similaire en fait. Juste un petit point d'organisation, je propose que Laure finisse sa présentation et après on fait une session de questions. J'en ai pour 1 minute pour finir, donc ne vous inquiétez pas. Donc juste sur les Alfix, j'ai fait un petit point. D'autres drones qui existent, les drones hélicoptères, donc ça peut être des drones thermiques ou des drones électriques. Quand c'est thermique, il faut vérifier que la vibration du moteur n'affecte pas la qualité des données. Donc ça, quand on a des clients qui sont ce type de drone, on les aide à l'intégration. Ça permet de voler quand même assez longtemps, puisqu'on a plus de 45 minutes en général. Il y a des drones qui se développent actuellement qui peuvent voler encore plus longtemps, plusieurs heures même. Donc c'est vraiment un choix à faire. Et dernièrement, on a lancé un système de fixation de nos systèmes surveilleurs ou surveilleurs ultra pour les mettre sur voiture. Donc l'idée, c'est que dès que vous pouvez voler, vous volez. Vous prenez vos données à partir du drone. Et dès que vous ne pouvez pas voler, parce que la réglementation l'interdit, par exemple en France, dès qu'on est en ville, c'est très compliqué pour voler. Donc dans ce cas-là, vous pouvez mettre le lidar sur la voiture. Donc, ça demande une certaine amélioration du système, notamment en termes de firmware et de logiciel. Donc finalement, on adapte le système aéroporté au mobile mapping. C'est des petites améliorations à amener, avec notamment l'intégration d'un odomètre
qui est nécessaire pour améliorer la qualité de la donnée au sol. Donc Heloscan, c'est vraiment à l'origine développer des capteurs pour drones. Et là, on a énormément de nos clients qui nous ont dit j'aimerais bien pouvoir l'utiliser un peu plus. Donc du coup, on leur a dit ok, on va voir pour améliorer ça. Et donc, on a lancé ce petit système. L'idée d'utiliser nos systèmes déjà existants et les améliorer un petit peu plus pour permettre de les mettre sur voiture. Là, c'est une petite vidéo qui va vous montrer comment on passe de la voiture au drone en quelques minutes. L'idée, c'est vraiment de montrer la facilité de passage de l'un à l'autre. Comme il n'y a pas de son, je vais en profiter pour répondre aux questions aussi en même temps, pendant que vous regardez, parce que la présentation est finie pour moi. Avant Noël. Vous avez mentionné que votre capteur, c'est essentiellement un périmètre. Du coup, comment vous faites pour la classification ensuite? Vous utilisez le capteur périmètre Alors la classification se fait dans un logiciel de traitement de données tierces. Donc nous on utilise TerraSolid par exemple. Et voilà, après il y a d'autres logiciels qui sont possibles, Esri, Global Mapper, il existe beaucoup de logiciels tierces. Mais en fait c'est des algorithmes qu'ont ces logiciels pour classer les données. Nous c'est vraiment le nuage de points qui représente en 3D l'environnement. Nous connaissons que le périmètre, il n'y a pas de réponse dans les fichiers de l'AS. Il n'y a pas de... Non, dans le fichier l'AS, il n'y aura pas marqué, la classification ne sera pas indiquée. Ce sont des algorithmes plutôt, en TerraSolid par exemple, pour différents paramètres. Et on peut trouver des surfaces planes, des objets qui sont à telle hauteur du sol, etc. On va passer